Claudine Douville, c'est mon invité aujourd'hui. J'avais 16 ans. On me disait, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Puis je disais, je vais être commentatrice de sport. Puis là, tout le monde me regardait et disait, il n'y a pas de fille qui fait ça. Ben, je disais, c'est pas grave, je serai la première, c'est tout. Et c'est nos amis, certains les appellent les clowns du Toronto FC. Pourquoi pas à Montréal? Il n'y en a peut-être pas à Alphonse-Lévis, à Montréal, il y a du talent ici. Que Ceballos devient, en arrivant à Montréal, automatiquement le meilleur défenseur central du club. Des fois, je disais, ben ce match-là, je serais chez nous, je le regarderais. Tout bien de le faire. Et le stade olympique a carrément explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans le haut de la boîte à pain. Mesdames, Messieurs, bonjour! Bienvenue à une autre édition de Plein Axe, édition du 27 juillet. On enregistre en matinée aujourd'hui. Mon collègue et ami Olivier Brett n'est pas là. Il a des vacances bien méritées après une longue séquence de la Coupe du Monde. Si vous êtes un auditeur de Plein Axe, vous le savez, il a pris beaucoup de temps aussi pour cette Coupe du Monde-là. Alors, il souffle un peu en famille. Ça, c'est la nouvelle pour Olivier. Moi, je suis là cette semaine. Écoutez, on va faire un peu différent aussi. Je vais revenir sur la période de transfert de Montréal dans quelques instants. Je vais faire un petit commentaire. Je vais le faire tout seul. On va le faire entre nous, ça va être intime. Mais j'ai pensé, pour l'occasion, d'aller appeler une collègue, en fait, quelqu'un que je connais à peine, mais que je côtoie depuis longtemps. On a des carrières en parallèle. Claudine Douville, c'est mon invitée aujourd'hui. Je voulais prendre quelques minutes pour parler d'elle, pour parler du métier, pour parler de comment elle a passé à travers ces plusieurs années. Écoute, c'est 7 Coupes du Monde qu'elle a décrit aussi. Il y a des choses qu'on fait en parallèle aussi. Elle est descriptrice de la victoire de Montréal en LPHF. Je le suis aussi pour un autre réseau. Bref, je voulais voir comment elle travaillait, comment elle avait vécu cette Coupe du Monde-là aussi, quelles étaient ses relations, notamment avec ses analystes, plus particulièrement avec Jean Gounel aussi, avec qui elle travaille depuis longtemps. Elle a été très généreuse, très gentille de prendre quelques minutes de chez elle pour discuter après avoir fait une longue séquence en Coupe du Monde. Donc, je vous laisse tout de suite avec Claudine Douville et notre discussion sur le métier de descripteur. Et après, je vous reviens pour parler du CF Montréal puis des transferts de cette année. Claudine Douville, bonjour! Bonjour Frédéric. Merci d'accepter mon invitation après quelques semaines comme ça, chargées. La question, un peu plate, mais en même temps, es-tu fatigué? Écoute, ça a été quand même assez chargé, effectivement, comme tu dis, comme moi. Parce que c'est des longues journées, évidemment, parce qu'il y a les matchs, mais ce qu'on voit pas, c'est ce qu'il y a autour des matchs. C'est-à-dire que quand je rentrais chez moi, en fait, je rentrais même pas chez moi, j'allais chez une amie qui m'hébergeait pour être plus près de Montréal parce que je demeure à Saint-Sauveur. Quand j'arrivais chez elle, après une bouchée, c'est préparation. Elle se couchait, je préparais. Elle se levait, je préparais. Puis elle me disait, est-ce que tu as dormi entre les deux? C'est ça, cette gestion-là, qui est très longue, qui rajoute au match et qui est nécessaire aussi, là, ben, tu le sais. Tout le secret est toujours dans la préparation. Ça fait que c'est un mois où tu ne fais rien d'autre. Absolument rien d'autre. Tu commandes des matchs, tu prépares des matchs, tu penses à des matchs. Est-ce que Ça, c'est la chose la plus difficile que tu fais, que tu fais en général, ouais? Non, je dirais pas la plus difficile, mais je dirais que dans le cas d'une Coupe du Monde, moi c'était ma 7e, c'est peut-être ce dans le quoi tu es le plus totalement absorbé. Surtout celle-ci, avec 104 matchs, évidemment, je n'ai pas fait les 104 matchs, mais c'est pas grave, il faut que tu les suives quand même, parce qu'il y a des équipes que tu n'as pas fait, puis que moi, à partir des quarts de finale, je les faisais toutes, alors je les rattrapais. Alors, il faut quand même savoir qu'est-ce qui se passe, imprimer les formations partantes, les formations tactiques de chacune des équipes, même si on n'est pas dessus. Alors, oui, c'est très, très impliquant. Tu as fait des euros, tu le sais, c'est un peu la même chose, là. Bon, sauf qu'il y a moins d'équipes. Mais là, à 48 équipes, là, je te dis, quand Gianni Infantino a parlé 64, là, je dis, boy, il n'est pas à notre bout, lui, là. C'est beaucoup, beaucoup de préparation. Tu as raison, parce que tu parles de l'Europe, c'est la même chose. C'est pire pour la Coupe du Monde aussi, parce que si on compare à nos collègues qui font notamment du hockey, une Coupe du Monde du hockey, là, c'est le 4e trio. C'est un premier trio d'une équipe que tu as fait probablement 10-15 fois. Ouais. Là, le Congo, l'arrière droit du Congo, tu ne l'as pas vu en championnat aussi. Tu n'as pas vu... à moins de me tromper, je pense pas que tu écoutes aussi le championnat d'Afrique du Sud. Fait que ça, c'est... Tu pars on part de loin aussi en général.
On part de loin, puis c'est pas tout des Dupont-Tremblay, là, tu sais, Non. il y a ça aussi, tu sais, euh, savoir qu'est-ce qu'ils ont fait avant, ça fait partie de la préparation. Puis moi, dans mon cas, je sais pas toi comment tu fonctionnes, mais moi, j'ai vraiment besoin des numéros de chandail pour préparer mes fiches. Et ça nous arrive, écoute, 2 semaines avant la Coupe du Monde. Ça me fait capoter, là, parce que je me dis, tu sais, ils le savent, là, leur numéro de chandail, de maillot, bien avant ça, mais Ouais. ils attendent parce que les entraîneurs ils avaient jusqu'au 1er juin pour faire des changements. Écoute, le coup d'envoi est donné le 11, là. Ça que t'essayes d'en préparer un peu avant, c'est dépendamment comment chacun se prépare. Mais moi, j'avais une espèce de méthode pour contourner ça, mais c'est quand même pas l'idéal. Fait que tu arrives dans un goulot d'étranglement que, tu sais, une semaine et demie avant la Coupe du Monde, Ouais. où là t'es submergé. Puis après ça, ben là, c'est du travail de maintien, puis tout ça, parce qu'il faut qu'on fasse ça aussi. On n'a pas nécessairement de recherchistes et Non. de statisticiens qui nous alimentent. Alors, je dis toujours ce qu'on dit, c'est parce qu'on l'a trouvé. Ouais. Et tu sais, même les statistiques in progress, tu les mets à jour tout le temps, là, combien de buts, combien de passes décisives, combien de cartons, etc. C'est pour ça que c'est aussi absorbant. T'as raison, pas de statisticien. C'est un luxe que notamment des collègues américains ont. Hein. Les équipes sont moins grosses aussi. C'est correct. C'est le marché, mais c'est un défi. Ça commence quand, ta préparation? Est-ce que tu commences Ben, plusieurs mois avant? c'est comme plusieurs mois avant, je peux faire du général, mais je peux pas faire du spécifique. Le spécifique, qui est ce qui me sert le plus, c'est vraiment là, dans les dernières semaines parce que c'est là que j'ai toutes les informations. Des mois avant, ben là, ça va être comment ils se sont qualifiés, c'est quoi, bon, combien de joueurs sont passés dans cette équipe-là pour arriver aux 23 finaux. Tu sais, c'est ça, c'est plus général. Moi, mon dada, c'est les hymnes nationaux, trouver d'où ça vient, c'est quoi l'histoire de chacun des hymnes. Tu sais, ça, tu peux faire ça avant les entraîneurs, le général, mais vraiment le spécifique sur les joueurs, ça se fait pour moi, là, dans mon cas, là, dans les 2, 3 dernières semaines. Comment tu as appris à te préparer? Parce qu'il n'y a pas une tonne d'expertise. Puis, en termes de soccer particulièrement, il y a des gens qui t'ont précédé, mais tu es peut-être celle qui, dans les dernières années, là, qui a été pionnière, ni plus ni moins. Écoute, j'ai pas eu vraiment de modèle. Le premier avec qui j'ai travaillé, c'est Georges Schwartz. Et Georges Schwartz avait sa méthode, mais on n'avait pas le même travail parce que c'était mon analyste. Fait que, tu sais, comme descripteur, le premier match que j'ai fait, c'était la FA Cup en 92. Fait que des modèles avant, là, il n'y en avait pas des tonnes. En fait, il n'y en avait pas Non. vraiment. C'est que de Georges Schwartz, c'est fou, là, ce que j'ai retenu. Lui, il écrivait les numéros des maillots des joueurs, puis il faisait un petit rond autour. Mais depuis ce temps-là, je fais ça, moi. Tous mes numéros de maillot, ils ont un petit rond autour. Il y a un rond. Dans mes formations tactiques, mes formations numériques, parce qu'il faut toujours que j'utilise les deux. Ça fait que, tu sais, c'est un travail que j'ai bâti. Ça a été une façon de procéder que j'ai raffinée au fil des années, mais je suis partie intuitivement. Je vais te donner un exemple. Je suis certaine que je suis la seule à faire ça parce qu'au début, quand j'ai commencé, je ne savais pas comment le faire. Alors moi, je l'ai fait de même. C'est-à-dire que quand tu mets ta formation tactique, possiblement que toi, tu vas mettre les deux équipes une face à l'autre. Ouais. Est-ce que je me trompe? Non, moi, tu as raison parce que tu parles de. Moi, j'ai pas appris, moi aussi, ça a été intuitif. J'ai beaucoup OK. changé, puis je suis un peu maladif de comment je peux être plus efficace, comment je peux trouver ma voie, puis qu'est-ce qui fait du sens aussi. Donc, je fais plus de collants, je fais plus de formation tactique. Maintenant, j'ai une feuille légale avec les équipes de chaque côté. Puis, j'ai déjà des points de storytelling, puis j'essaie d'évacuer au maximum. J'en ai dans ma poche arrière, mais sur ma feuille principale, j'ai 2 affaires ou 3 pour chaque joueur. OK, Max, regarde, max, max. tu vois, moi, ce que je veux dire, mes formations tactiques, Oui, les premières fois quand j'ai commencé, c'est que je les mets, je vais te le montrer, là. J'avais mes deux équipes, une au-dessus de l'autre, ouais. mais dans le même sens, les deux. Qui vont du même bord. Fait que Tu sais, qui vont dans le même bord. mentalement, Et ça te... je oui. suis
incapable de changer ça, là, aujourd'hui. Je Ah, les OK, mettrais OK. face à face, je me perdrais. Fait OK. que là, je ne sais pas si tu vas voir. Voici ce avec quoi je travaille. Ah ouais, Tu vois ma formation numérique ici, ouais, puis ma formation tactique ici. ouais. Fait que tu vois, ils sont sont dans le même sens, les deux. Uh-huh. Mais moi, mon cerveau, il a absorbé ça, là. C'est Puis ça. Je suis parfaite avec ça. Et comme je suis très visuelle, je me fais beaucoup de repères. Des petites lignes, il y a des souliers roses, il y a des souliers bleus, il y a Ah. un poignet, il y a une couette, il y a des cheveux blonds. Alors, j'ai plein de petits dessins que je vais faire dans les 5 premières minutes. Ce qui me permet de dire parfois, ah, Dembélé a changé de soulier à la mi-temps. Ah oui. Parce que je l'avais rose, puis il est arrivé avec des souliers jaunes. Alors, je sais qu'il a changé de souliers parce que c'est un de mes points de repère pour les reconnaître rapidement. Parce que, comme tu dis, quand on fait le Congo, quand on fait... Non. j'étais très contente qu'on n'ait pas la Pologne. 1000 excuses aux Polonais qui ne se sont pas qualifiés, là, mais c'est parce que c'est parmi les noms les plus compliqués. Tu sais, c'est... Moi, j'ai des amis turcs, mais c'est des Turcs. Puis j'ai développé, puis je développe aussi au fil des années. Tu sais, il y a Charles Barkley qui a développé un problème avec son swing de golf. Ouais. Je pense que c'est un court-circuit dans le cerveau, littéralement. Moi, ça m'arrive, je développe ça. Je ne sais pas si c'est à cause des angoisses, faudrait que j'en parle à ma thérapeute, mais il y a des trucs comme ça. Les Turcs, j'ai un blocage total au niveau de la prononciation, de l'enchaînement. Parce que au départ, je suis arrivé très naïf dans la business, puis c'était très musical, puis j'apprenais les noms rapidement. On faisait de la Ligue des champions, puis je faisais des équipes grecques, puis j'y allais avec l'effronterie dont j'étais capable à ce moment-là, mais en prenant conscience du métier, j'ai développé peut-être des angoisses, puis en tout cas, c'est les Turcs qui me font angoisser. Tu vois, moi, à l'époque, là, mon premier euro, c'était en 1996. Ouais. Puis là, écoute, j'ai l'impression d'être un dinosaure puis de parler de l'époque de l'ère glaciaire. Là, je veux dire, il n'y avait pas Internet. On ne marchait pas avec Internet. On recevait Ouais. les formations par fax. C'est que moi, ce que je fax, faisais ah oui? avant, par fax, oui. Puis ça nous arrivait de la Ligue des champions, parce qu'on l'a fait pendant des années, Bien la sûr. Ligue des champions, puis ça arrivait toujours par fax. Alors, on attendait de recevoir ça. Mais pour les prononciations des noms, ce que je faisais, tu sais, je pouvais pas aller sur des sites Internet que tu as Ben non. maintenant, Forvo, etc. Il y en a plein. Alors, je faisais la liste et j'appelais les consulats. Je leur faxais la liste, puis je disais, est-ce que quelqu'un peut me les lire au téléphone? Extraordinaire. Puis Puis les gens étaient réceptifs, les gens étaient... Ah, absolument. Ils étaient tellement contents que quelqu'un se donne la peine de vouloir prononcer les noms de leurs joueurs comme il faut, finalement. Tu sais, ça a été vraiment... As-tu une règle par rapport à C'était ça? une étape le fun. Je vous rappelle qu'il y a toujours deux façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! As-tu une règle par rapport à ça? C'est le nom du joueur, parce qu'on se pose tout le temps la question. Moi, il y a deux choses. Il y a le nom, Moi, je pense qu'on a tout le désir de prononcer le nom comme il le prononce. Des fois, on lui demande comment ta mère le prononcerait, ton nom de famille. Mais il y a aussi un autre problème, puis ça parle peut-être de mon manque de talent, mais il y a certains noms en espagnol, des fois, ça sonne un peu comme un arabe. Ouais, Fait que des fois, je me dis, est-ce que je fais l'impair d'avoir une prononciation hispanique qui est plus arabe, ou je le fais comme les Français puis les Anglais qui se battent pas, eux autres. En France, j'entends, là, eux autres, ils font... Ah non, je le sais. eux autres, Regarde. c'est whatever. C'est comment on le prononce ici. Toi, c'est quoi ta règle par rapport à ça, ou ton... Moi, l'espagnol, c'est pas un problème, Ouais. parce que l'espagnol, c'est ma deuxième langue ici, avec mon mari mexicain. Je veux dire, c'est... Puis la jota espagnole, c'est vrai qu'elle ressemble... L'arabe arrache un petit peu plus Ouais. que la jota espagnole. Mais je pense que tu n'insulteras pas personne si ta jota est un peu plus forte. Ben, tu sais, ils vont voir l'effort. Ouais. Moi, j'écoute les Américains, ils vont tout angliciser. Moi, Ouais. je préfère, quitte à me tromper parfois, quitte à pas être tout à fait juste, aller le plus proche possible de la véritable prononciation du joueur. À moins que le joueur
lui-même demande. Tu sais, je pense à Ricardo, le conducteur de F1 Oui. automobile. Pierrot disait toujours Ricardo, mais en fait, c'est un nom italien, puis ça serait Ricciardo. Puis j'avais demandé à Pierre, je dis, pourquoi tu prononces Ricardo si c'est Ricciardo? Il dit, parce que lui veut qu'on le prononce comme ça. OK, ça, je vais respecter ça. Tu sais, c'est un fait. Si le joueur demande que ce soit ça, ben, on va le faire comme ça si lui le prononce. L'idéal, c'est toujours quand tu as des sites où le joueur prononce lui-même son nom. Ouais. Ça fait que ça c'est... Mais tu sais, il faut les trouver aussi. Puis il y a des, en fait, je te dirais même, puis ça arrive en MLS présentement, il y a des joueurs qui viennent d'ailleurs puis qui pensent justement qu'il faut américaniser leur nom. Fait qu'ils ils prononcent eux-mêmes leur propre nom à l'anglaise, puis quand tu les vois, tu fais « c'est comme ça que tu l'as toujours prononcé? » Ils disent « Non, c'est parce que je suis aux États-Unis, c'est comme ça que ça se prononce maintenant. » Ben non. Donc, ils essaient de se fondre là-dedans. Exact. Parce que tu parlais de tes débuts 92, on a un ami en commun, Ronaldo Di Cesare aussi. Ah, vous ben étiez... oui. Ben oui, vous étiez... Lui, écoute... je ne sais pas s'il va écouter cette entrevue-là, mais il a été très précieux pour moi au début de ma carrière. Ça a été un ange gardien. Mais je voulais savoir, tu as commencé dans les années 80 avec une autre... Je ne me rappelle plus de la station où vous étiez. TVSQ. OK. C'est là que tu as commencé en sport? Oui, c'était la télévision des sports au Québec, TVSQ. OK. Et c'était avec Cablevision dans le temps. Là. C'était vraiment câblé. J'ai fait ça de 80 à 89. Et l'avantage de ça, c'est qu'on était toujours sur place. Il n'y avait pas de studio. C'est sûr que là, c'était pas du sport international, là, où on pouvait avoir à l'occasion on faisait les internationaux de tennis du Canada sur place. Ça, c'était ce qu'on se rendait le plus loin. Il y avait beaucoup de sport local, il y avait beaucoup de sport académique, là, Ouais. le hockey 3A, collégial 3A, il y avait le football aussi. Alors, ça a été une école extraordinaire parce qu'on était toujours sur place. Et c'est là aussi que ça m'a montré, écoute, je faisais les quilles. Les quilles, à l'époque, là, ça fumait dans les salons de quilles. J'en avais pour 3 jours à évacuer la fumée. Mais ce qu'il y avait d'extraordinaire dans tout ça, les quilles, le mini-pot, tu vas dire, ouais, c'est des sports moins... Non, pour les gens qui font ce sport-là, c'est le meilleur sport au monde. Fait que ça me permettait d'entrer dans des bulles de passionnés tout le temps. C'est que c'est très... Ça te nourrit beaucoup, ça. C'est que ça a été une époque vraiment très, très, très formatrice. Et c'est là que j'ai travaillé énormément avec Ronaldo. Puis, tu sais, Ronaldo, je disais, c'est un des réalisateurs qui me dirait marche au-dessus des braises ardentes sur un fil de fer avec les yeux bandés, puis si lui me le demande, je le ferais. Ouais. Parce que j'avais une confiance absolue en lui. J'ai beaucoup aimé travailler avec Ronaldo. C'est un extraordinaire. Puis d'ailleurs, on partage l'amour de l'émission Les Chefs aussi. Alors, on fait le tour. Quand on a le temps, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais quand on a le temps, on fait le tour des restos où il y a des concurrents là-dedans. T'as fait, là, attends une minute aussi. Tu as fait le mini-pot? Ben oui, Aïe, avec aïe. Serge Leminx. Ah oui, OK. Oui, écoute, j'ai fait le mini-pot pendant plusieurs années à TVSQ et à RDS. Après ça, j'en ai fait un petit peu, puis ensuite, ils l'ont fait différemment. Mais j'ai eu bien du plaisir à faire ça. On a beaucoup ri. Puis même, il y a quelqu'un qui avait retrouvé sur YouTube une place, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont trouvé ça, mais où je présente mon troisième fils, parce que j'étais enceinte à ce moment-là, puis j'ai eu le bébé, puis je le présente à Serge Leminx. Ah oui? On était à RDS. Oui, c'est ça. OK, Alors, tu as Serge qui tient mon fils dans ses bras, puis c'est très drôle. Puis ton troisième s'appelle le totem en l'honneur d'un des... c'est ça, c'est sûr, non? Comment tu fais pour passer... En fait, trouves-tu ça difficile? Parce que tu as fait plusieurs sports. Tu fais plusieurs sports aussi. Mentalement, c'est tough de passer un à l'autre ou au contraire, en fait, je les ai comptés, je n'ai fait 46. Wow! Pour de vrai, 46? Oui, 46. Je me trouvais top avec moi. J'ai fait du judo, du sport équestre, puis avant, mais 46, je suis pas proche de ça. 46. Écoute, j'ai fait le championnat du monde de danse, de corde à danser. Tu sais, je veux dire, ça va loin, là, 46. Là. Le championnat, tu sais, les hommes forts, mais dans les plus bizarres, le football gaélique, le hurling avec un H, pas avec un C. Tu sais, tous ces sports-là, j'ai fait pendant quelques années le football australien aussi.
moi, c'est une partie que j'aime beaucoup de ce métier-là, c'est d'apprendre. Alors, tu sais, quand j'arrivais sur un sport un peu étrange, ben là, il faut que tu fasses tes classes, Ouais. faut que tu comprennes les règles, faut que tu comprennes, puis tu as toujours un analyste, un spécialiste à côté de toi. Euh, Spécialiste, écoute, je me rappelle une fois, je faisais du polo à cheval. Ouais. Et bon, je m'étais beaucoup informée. Puis là, j'avais mon spécialiste à côté de moi et on faisait le Open d'Argentine, qui était en fait deux grandes familles qui s'affrontaient en polo. Et à un moment donné, je vois un joueur, tu sais, qui fait un coup droit. Et je dis à mon analyste, ben, je dis ça, on vient de voir un geste technique intéressant, mais je dis, il y en a d'autres, tu sais, en lui ouvrant la porte pour qu'il nous explique. Ouais. Mais lui, il était fasciné par ce qu'il voyait là. Il regardait ça, les yeux grands comme ça, sans dire un mot beaucoup, en fait, en n'expliquant pas beaucoup. Et là, je lui ouvre la porte en lui disant, c'est ça, il y a d'autres gestes techniques qu'on peut faire. Et il me dit, oui, il y en a d'autres, mais c'est beaucoup trop compliqué. C'était la seule réponse. Mais là, j'ai pu, moi, ben, dire, ben oui, il y a le revers, il y a ça, parce que j'avais fait mes devoirs. Ouais, Mais ouais. écoute, c'est mon réalisateur à l'époque, là, je l'entendais sciller dans mes oreilles. Ils sont pas, c'est ça. Ils sont parce que les analystes, en tout respect, il y en a des excellents. On travaille, nous Oui, deux, je pense, oui. avec des excellents, mais ils sont pas tous égaux devant. Ils sont pas tous égaux. Puis moi, je veux dire, dans les Jeux du Canada, au début, là, parce que j'ai fait 13 éditions des Jeux du Canada, puis aux Jeux du Canada, à un moment donné, on prenait la personne qui était dans la rangée C, le siège 7, il venait être l'analyste à côté de moi. Fait que, tu sais, c'est ça. Maintenant, après ça, on a appris de tout ça, puis on a toujours eu des analystes vraiment Hmm. beaucoup plus pointus dans toutes les dernières éditions. Mais je te parle des débuts, là, c'est ça. C'était assez, il fallait s'acclimater. Ça va te sembler une question peut-être cheesy, mais comment on fait pour durer dans ce métier-là? Ou du moins, comment t'as fait, toi? Puis tu dures encore. Je dure encore, là, c'est sûr que là, je vais en laisser aller. Tu vois, après la Coupe du Monde, je dis, je ferai plus la MLS, là. OK. Tu sais, je vais retirer tranquillement, je vais refaire encore le hockey féminin cet hiver. Mais tu sais, j'aime bien mon petit coin aussi, là, puis Ouais. de faire autre chose, je vais faire autre chose aussi. Mais t'as d'autres Euh, passions aussi. Les j'ai gens d'autres le savent passions peut-être, mais aussi. t'écris. Est-ce que t'écris encore? Oui, oui, j'écris, puis c'est ça, je veux vraiment euh, donner beaucoup plus de temps à ça, à l'écriture. Tu vois, j'ai sorti mon 7e roman l'année passée, puis c'est compliqué parce que moi, je fais du roman d'aventure, puis c'est Oui. pas un style qui est très connu au Québec, c'est pas, fait que faut vraiment que je travaille très fort là, parce que les gens ne savent pas que j'écris, tout simplement. Mais quand ils le savent puis qu'ils lisent, ils aiment ça. Parce que tu sais, c'est du roman d'action, là. Puis fait que, tu sais, j'ai vraiment l'intention là, de continuer là-dedans. Mais je te dirais, pour répondre à ta question initiale, comment on dure, en fait, moi, j'ai jamais eu l'impression de travailler. Tu sais, tu sais, t'as deux théories dans la vie. Il y a des gens qui disent tu ne vis pas de ta passion parce que tu vas la perdre, parce que tu mêles pas le plaisir et le travail. Et il y en a d'autres, comme moi, qui disent quand tu vis de ta passion, ben tu travailles jamais. C'est exactement, tu sais, j'ai jamais eu l'impression d'aller vraiment travailler. Des fois, je disais, ben, ce match-là, je serais chez nous, je le regarderais. Tout aussi bien de le faire. C'est que je pense que c'est ça. C'est d'aimer ce qu'on fait dans n'importe quoi. Tu sais, c'est pas juste dans ce domaine-là. J'ai été chanceuse aussi d'être entourée de gens qui ont cru en moi, puis qui continuent de croire en moi, puis qui m'ont toujours appuyée, puis backée. Ça fait que ça, c'est sûr que c'est un autre atout là, que je suis très chanceuse d'avoir. Les rencontres dans ce métier-là aussi, les rencontres sont importantes. On a parlé de tes débuts. As-tu eu un mentor? Est-ce que c'est un concept que tu as eu dans ta vie, ça? Pas vraiment. Non? Pas vraiment parce que, ben, en fait, je veux dire, à l'époque où j'ai commencé, il y avait pas 56 filles qui faisaient Ben ça. oui. Euh, Puis j'étais dans la cour des garçons. J'ai eu à me battre une fois pour tenir ma place et ça a été certainement un moment tournant dans ma carrière parce que si j'avais laissé aller, probablement que je serais pas allée aussi, tu sais, aussi loin ou que j'aurais pas développé autant que ça. Parce que on faisait, à l'époque, c'était l'Impact de Montréal et on l'avait toujours fait
en studio, tu sais, on faisait c'était la Ligue avant, la MLS, puis on faisait ça, et jusqu'au moment où on est arrivé à les faire sur place. Et là, on allait les faire, ça c'est le milieu des années 90, et là, on me dit, toi, tu vas faire les lignes de côté, alors que j'ai toujours décrit en dedans. Et là, on mettait mon collègue à la description. Alors, j'avais téléphoné à mon boss de l'époque le soir à 11h sur son répondeur au travail en lui disant je veux te rencontrer, je t'invite à dîner. C'est moi qui paye. Et là, j'ai fait ça sciemment à 11h le soir et sur le répondeur parce que là, je ne pouvais plus backer. Ouais. Tu sais, je pouvais plus, tu sais, le message est là, c'est sûr qu'il va l'entendre. Fait qu'on est allé manger ensemble. Puis là, je lui ai dit, écoute, je l'ai toujours fait, la description. Là, maintenant que ça va être vraiment plus le fun qu'on est sur place, c'est pas moi. J'ai dit, écoute, c'est déjà pas drôle d'être une petite fille qui joue dans le carré de sable des petits gars, mais j'ai dit, si vous m'enlevez les pelles puis les chaudières, c'est encore bien moins le fun. Assurément. Et j'ai été suffisamment convaincante. Les rôles ont été inversés. Et c'est pour ça que je te dis que ça a été un moment charnière dans ma carrière, parce qu'après ça, on a fait le premier championnat de l'Impact à l'époque, le deuxième 10 ans plus tard. Puis tu sais, j'ai toujours été au soccer à ce moment-là, à la description, puis la première équipe. Dans ces rapports-là, t'as la méthode forte ou la méthode douce? T'es diplomate plus la ou t'es... méthode douce. Ouais. Tu sais, je pense pas que je fonce. Je vais plutôt argumenter, puis tu sais, il suffit d'avoir ses arguments comme il faut, je pense. De toujours, comme dans la préparation d'un match, de se préparer quand on a des rencontres comme ça ou que tu as des points que tu veux débattre. Je veux parler de ta relation. En fait, on parlait d'analyste depuis tout à l'heure aussi. Tu as une longue relation. Nous, on te connaît au soccer particulièrement avec Jean. Peux-tu me la décrire, cette relation-là? Parce que j'ai fait référence, moi, je suis avec Vincent. Je dis souvent, c'est mon épouse professionnelle aussi. J'épouse à dessein parce que c'est une relation hyper intime. Les gens peut-être prennent pas la mesure à quel point, tu sais, tu vas devant les gens, tu fais de la lib pendant 90 minutes, il n'y a pas de texte nécessairement préparé, même si tu as travaillé avant. Tu es devant le public dans une position assez vulnérable avec quelqu'un aussi. C'est quoi ta relation avec Jean après toutes ces années? Comment tu la qualifierais? Ben, écoute, c'est une grande amitié, là, maintenant, parce que ça fait pas loin de 30 ans qu'on travaille ensemble. Et je dis toujours à la blague, Jean, c'est mes vieilles pantoufles. Je dis, Jean, c'est le confort absolu de travailler avec lui. Et lui aussi, de travailler avec moi. Tu sais, je commence une phrase, il la finit. Il commence une phrase, je la finis. Je sais intuitivement quand il veut dire quelque chose. Tu apprends même comment chacun des deux respire, parce que dans un match, c'est continu. Moi, j'aime bien les silences dans un match aussi. Il va arriver à un moment donné que ni un ni l'autre, on parle pas pendant une demi-heure, là, pendant 3-4 secondes. Ça laisse respirer le match. Ça nous laisse respirer, ça laisse respirer le téléspectateur aussi. Et tout ça se fait vraiment maintenant intuitivement, parce qu'on s'appuie sur autant d'années. Et quand on se rencontre avant, tu sais, quand on arrive toujours évidemment avant nos matchs, puis là, on n'est pas en discussion, on va parler de ça, on va parler de ça. Ça, on n'a pas besoin de le faire, ça va venir tout seul. On prépare chacun nos choses. Lui se prépare différemment de moi parce qu'on n'a pas le même rôle. Et puis après ça, quand ça commence, ben là, la switch est ouverte, puis on va embarquer tous les deux. Mon analyste, un autre analyste avec qui je travaille depuis très, très longtemps, c'est au rugby, Frédéric Pierre-Estigère. Totalement différent. Frédéric, je sais que quand j'arrive à la station, tu sais, on a toujours 1h30 avant, parce que, bon, au rugby, c'est différent parce que tu as les formations la veille et non pas une demi-heure avant ou 1 heure avant comme au soccer. Tu les as la veille. Mais je sais que quand j'arrive là, il faut que je sois déjà prête parce que Frédéric, il me parle tout le temps. Alors, tu sais, on jase toujours. Alors, pendant notre préparation, là, ça va être parler de ci, de ça. Tu sais, moi, ce que j'ai à faire, il faut que ce soit prêt. Tu sais, c'est deux approches très différentes et deux approches différentes aussi dans la livraison.
Mais Frédéric, écoute, notre première Coupe du Monde est en 91 aussi. Là, Ah oui, hein? ça fait quand même longtemps qu'on fait ça. Mais avec Jean, c'est ça. C'est vraiment le confort absolu. Et là, je continue les roses avec lui. Puis ça fait partie de mon plaisir de garder les roses, de travailler avec Jean. Ouais. C'est drôle que tu dis ça. J'ai des. Je peux me reconnaître aussi parce que je travaille en tennis souvent avec Marie-Ève Pelletier, puis on se voit pas régulièrement. Fait que quand on travaille ensemble, je sais qu'un peu avant, on va falloir prendre des nouvelles de toute notre famille, de ce qui se passe dans notre vie, puis de certains potins qu'on a en commun. Fait que c'est ça, exactement. Ma préparation, je dois être prêt au tennis, plus qu'avec Vincent, où je fais « Hey, salut, ça va? » Ouais, on se voit, il y a un quotidien. Mais écoute, encore là, je me traite de cheesy, mais moi, cette relation-là intime m'a même aidé, je pense, dans ma vie personnelle, même quasiment dans mon couple aussi. Il y a un niveau d'intimité fort. Puis pas parce qu'on se livre, mais comme je te dis, il y a une vulnérabilité d'aller en ondes, de faire un spectacle, ni plus ni moins devant les gens. Ça a vraiment aidé comment j'aborde mes relations un à un, mes relations d'intimité aussi. Ben, tu vois, avec Jean, ce qu'on a commencé à faire aussi, c'est qu'après, Jean n'a pas de voiture. Jean ne conduit même pas. Oui. Alors, après les matchs, je lui donnais toujours un lift, tu sais, jusqu'à un métro ou tout ça. Quand on était à RDS, avant qu'on déménage, je l'amenais jusque dans son quartier. Et ça me faisait faire un petit détour. Mais c'était justement là où on se mettait à jour dans nos vies personnelles. Puis quand j'avais des problèmes, peu importe, là, j'avais une très bonne écoute avec lui et vice-versa. C'est que oui, effectivement, puis je pense que le fait d'avoir fait ça, ça tisse un lien encore plus profond qui fait que, justement, on n'a pas besoin de se parler de d'autres choses avant, mais qui fait qu'on se connaît tellement que tout se fait facilement. Alors, je ne vais pas te laisser partir. Je ne sais pas si c'est une grande réflexion, mais le milieu change beaucoup. Hein? Tu as connu Dieu, oui. plusieurs itérations de celui-là. Les plateformes numériques, en fait, les streamers, Apple, Amazon, Netflix, tranquillement aussi, YouTube. Comment t'entrevois l'avenir pour, en fait, le milieu, pas sportif, le milieu québécois du sport puis de la description, entre autres? Ben, je veux dire, pour la télé traditionnelle, je suis un peu inquiète. Je ne sais pas qu'est-ce que... Je peux même pas la projeter dans 5 ans. Encore plus là, pour la télé spécialisée. Tu sais, la télé spécialisée en sport, là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va être dans 5 ans. Je ne sais même pas si ça va être encore là. Parce que, comme tu l'as dit, là, tous les streamers, les Netflix de ce monde, tu vois, les prochains... on faisait toujours la Coupe du monde de soccer féminin, ben c'est Netflix qui a les 2 prochaines. Tu sais, à partir du moment où tu gruges toujours dans la viande de ce que les télés spécialisées offrent, ben ça leur en donne moins, qui ont besoin de revenus. Les revenus sont plus là, alors je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Et ce qui me fait rire un peu, c'est que les gens nous disaient avant, « Ouais, mais le câble, c'est trop cher. » Oui, le câble, c'est trop cher. Le câble, tu avais tout. Tu payais un abonnement et tu avais tout. Là, maintenant, il faut que tu payes Netflix, il faut que tu payes Prime, il faut que tu payes Apple, il faut que tu payes Crave. Tu sais, si tu mets ça là, l'un dans l'autre, ça revient beaucoup plus cher. Puis en même temps, je sais que l'avenir est là. Tu sais, mes fils, je pense que j'ai un fils qui a la télé conventionnelle. Sinon, ils l'ont pas. Ils passent tous par Est-ce que c'est ton plus vieux, d'ailleurs? C'est mon milieu. Ah, OK. C'est mon OK. milieu parce que mon plus vieux, il y a une espèce de bidule que tu peux voir la télé de partout dans le monde, qui a accès à la télé Ouais. traditionnelle, mais par un autre canal. Puis ça, là, ce petit Fire Stick-là ou ces trucs-là, là, ça existe partout et ça enlève des revenus aussi aux télés Assurément. spécialisées. Tu sais, mais... Regarde, je pense que c'est un peu comme Astérix, là, on va résister encore et toujours à l'envahisseur, mais il y a un moment donné que ça va être... Ils ont tellement, tu sais, Apple, tu travailles avec Apple, ils ont tellement plus de moyens. Ouais. C'est incroyable là, de regarder ça. Tu dis, wow. Puis tu sais, nous, en étant une télé francophone, même RDS, si on se compare à TSN, c'est le jour et la nuit. Oui. C'est même à l'intérieur de la même compagnie.
C'est le jour et la nuit. On est loin d'avoir les moyens qu'ils ont. Et là, même TSN n'a pas les moyens d'Apple. Fait que, tu sais, c'est ça. Je ne Non, sais pas qu'est-ce qui va arriver plus tard. je sais pas si tu es pessimiste ou optimiste. Moi, à court terme, même si, puis tu vas dire, j'y travaille, là, puis je veux pas me mordre la main qui me nourrit, mais il y a, pour le fait francophone, il y a quelque chose d'inquiétant à court terme. Je pense qu'à moyen terme, j'ai pas peur qu'au Québec, on perde le français ou que la langue française s'éteigne, bien au contraire. Mais dans le milieu, on est une petite démographie dans ces grosses compagnies-là globalisées. Ils disent ouais, on vous aime bien, mais vous êtes un petit marché, vous n'êtes peut-être pas à priorité. On n'est pas très lourd. Non, c'est ça. Il y a un entre-deux là, qui, à moyen terme, ça devrait revenir. Là, puis en tout cas, je Tu fais sais, pas comme pitié, toi, mais- là, je suis pas inquiète pour le. Je pense pas que la langue française va disparaître au Québec. La télé en français ne pourra pas disparaître non plus, mais de quelle façon, effectivement, puis où ils vont aller chercher leur expertise, puis c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser, puis c'est les prochaines générations, tu sais, comme toi, t'as les deux pieds là-dedans, là. Euh, En terminant, parce que tranquillement, j'ai des jeunes qui m'abordent, puis ça veut dire que je vieillis. Le blanc dans ma barbe m'en parle. Ils me disent, OK, as-tu un conseil? Comment je devrais faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le métier, pour justement prendre une place là-dedans? Est-ce que toi, tu as un conseil pour les jeunes qui t'approchent? Qu'est-ce que tu leur dis à ceux-là qui voudraient suivre ton chemin? Ben moi, je leur dis toujours, en fait, l'image que je donne tout le temps, c'est si vous voyez des portes et vous pensez que la porte est barrée, vous ne le saurez jamais si vous n'allez pas tester la poignée. Mettez-vous pas des barrières vous-même. Si tu veux faire ça, ben donne-toi les moyens d'y arriver, puis croiser, puis vas-y. Mais jamais se mettre des a priori. Ah, ils me prendront jamais parce que, ouais, mais s'ils ils en prennent juste un. Oui, ils en prennent juste un, puis tout à coup que c'est toi qui prennent. Tu sais, je pense que le pire ennemi dans ça, c'est soi-même, de se mettre soi-même des barrières qu'on ne sait même pas si elles existent. Alors moi, je leur dis toujours, foncez, parce que moi, quand j'ai commencé, puis j'avais 16 ans, et on me disait, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Puis je disais, je vais être commentatrice de sport. Puis là, tout le monde me regardait et disait, il n'y a pas de fille qui fait ça. Ben, je disais, c'est pas grave, je serai la première, c'est tout. J'ai pas été la première, on a été une couple à être première à peu près en même temps. Mais je dis, je me suis pas arrêtée à ça, là. C'était ça que je voulais faire. Puis finalement, l'avenir a prouvé que j'ai eu raison de croire en ce que je voulais, puis de foncer. Mais c'est ça que je leur dis, puis c'est ça que je leur donne comme exemple. Arrêtez-vous pas, là, en pensant à ce que les autres pensent à votre place. Laissez-vous aller. Ouais. Merci pour ces quelques minutes d'entretien. D'abord, Claudine, c'est un bonheur. On se parle jamais parce que On est parallèles. on évolue en parallèle. Fait que je suis content de prendre quelques minutes pour discuter Ben avec oui, toi c'est aujourd'hui. très drôle parce qu'on fait, tu vois, tu as fait la Ligue des champions, tu fais la Ligue des champions, moi je l'ai fait pendant des années, la MLS, l'euro, j'en ai fait de multiples euros avant que tu le fasses et maintenant on se rejoint, ou enfin, on se côtoie côte à côte sur la LPHF, le hockey féminin. La victoire, oui. Écoute, je m'excuse. Je m'excuse. Il y a des gens qui pensent que secrètement, je veux devenir Claudine Douville aussi. J'espère que tu dois être tanné de me voir tout le temps en parallèle. J'espère. Mais j'étais content de te parler aujourd'hui. C'est ça que T'es je un voulais dire. excellent Frédéric Laure. Merci. Et puis, c'est ça, je vais faire. C'est encore là. J'ai parlé de ma thérapeute, je travaille beaucoup avec elle pour asseoir ce que je suis vraiment. L'autre chose aussi, puis je l'ai dit, puis ça va être flagornant, mais je l'assume. Le temple de la renommée du soccer québécois, j'avais déjà écrit à l'époque à TVA Sport, Jean et toi, vous avez été importants. Je vous ai écouté, tu parlais de la Ligue des champions. Je vous ai écouté. Je vais pas j'étais un peu plus jeune. Là. J'avais oui. 36 ans quand je t'écoutais. J'allais au cégep à ce moment-là. Mais bref, c'est ce que je vous souhaite. Il serait temps aussi que vous fassiez votre entrée au Temple de la renommée du soccer québécois, entre autres. Ah, c'est bien gentil. Voilà, c'est mon lobby que je fais aujourd'hui. Merci, Claudine Douville. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir, Frédéric.
OK, on est de retour pour ce plein axe où je suis solo. On va faire ça. Écoute, j'ai jamais fait ça. Alors, on va se parler directement face à face, vous et moi. J'espère que vous avez aimé l'entrevue avec Claudine Douville. Merci encore d'avoir accepté de faire ça. C'était un plaisir. Donc, on enregistre le lundi 27 juillet. On est en matinée. Je ne sais pas si ce podcast-là va mal vieillir parce que, du moins, cette partie-là va mal vieillir parce qu'il y a des transferts qui devraient être annoncés bientôt avec le CF Montréal. Mais pour l'instant, on va faire avec ce qu'on a. Avant de parler de tout ça aussi, je vais vous faire 2-3 petites plugs. Vous dire que le match des étoiles de la MLS, je m'en vais là-bas à Charlotte, va être présenté mercredi en français. Mercredi le 29 juillet, c'est à Charlotte. Il n'y aura pas de Lionel Messi, mais il va y avoir plein de joueurs de la Coupe du Monde, notamment Max Crépeau et Richie Larea du Canada. Bon, je sais que c'est toujours une curiosité. Pour ceux qui ont une culture aussi européenne, c'est vraiment une absurdité. Moi, je pense qu'il faut l'écouter avec son cœur d'enfant. Ce ne sera pas nécessairement le spectacle le plus en couleur, mais le plus haut en couleur. Mais c'est tout le temps un peu le fun. Moi, ça me ramène à mon plaisir de jeunesse de faire des équipes d'étoiles, de voir des joueurs que j'adore dans plusieurs clubs, les voir jouer ensemble, les voir se côtoyer. En anglais, on dirait rub shoulders. Alors qu'ils se frottent l'épaule ensemble, c'est toujours plaisir. Voilà. Bon. L'autre affaire aussi, vous dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas de podcast, plein axe. Là, on fait une petite pause aussi. On va profiter de l'été. Olivier sera de retour la semaine suivante aussi. D'ici là, il y a plein d'épisodes à écouter que vous avez peut-être ratés ou sinon des extras qui ont été débloqués aussi, disponibles entre autres sur YouTube, mais sur le site de KO TV. OK. Donc, les transferts de la semaine dernière du CF Montréal. Commençons peut-être par Dagur Thoralsson. Il est parti à San Diego et je vous répète, en fait, je vous ramène au podcast la semaine précédente. J'avais dit peut-être que Thoralsson pourrait bénéficier en fait, être une monnaie d'échange. Il fallait bien écouter, il fallait bien lire entre les lignes, visiblement. T'sais. Son départ permet quand même, et la place d'international que le CF Montréal a acquise du LFC, permet de balancer les budgets. Donc, l'opération, en ce moment, n'est pas à somme nulle, nécessairement, mais il y a encore, justement, assez de flexibilité puis un assez bon travail au niveau de la masse salariale pour que le bleu-blanc-noir continue à s'améliorer. Par contre, Thoralsson part après seulement 6 mois aussi, parce qu'il le voulait. Hein. Il a demandé un échange, ou du moins demandé à aller voir ailleurs aussi. Ça, je pense que c'est un échec en tant qu'organisation aussi, de ne pas être capable de retenir un joueur dont on a besoin présentement, parce qu'on a besoin de right back derrière Bougaille. Je sais que c'est un joueur intense, Thoralsson aussi, ça mitige un peu le fait qu'il a demandé déjà un échange. Je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie, puis que c'était une année assez particulière, qu'il voulait retomber sur ses pattes, puis ne trouvait pas la façon de le faire à Montréal. Tout de même, c'est un échec, je pense, en tant qu'organisation, qu'on ne réussit pas à convaincre un joueur après 6 mois de rester avec l'équipe. Il y a des gens qui vont me dire, bon, c'était le joueur de Donadel. C'est pas juste le joueur de Donadel. Donadel, dès le premier match contre Orlando qu'il a joué, il était allé le voir, puis il avait demandé même, c'est presque du maraudage, j'avais dit, hey, je te voudrais dans mon équipe. C'est un arrière-droit de métier qu'on remplace par un défenseur central présentement. C'est assez particulier, parce que ça nous amène à Brian Ceballos, le joueur de la Nouvelle-Angleterre, des Revs, qui arrive aussi à Montréal. Une cible depuis un moment pour le CF Montréal. Je vous dis ça parce que j'en ai parlé, moi, 2 fois déjà avec Marco Donadel au début de l'année de Brian Ceballos. La dernière fois, je me rappelle très, très bien, j'ai la date, c'est le 3 avril 2026, donc une semaine après la fermeture de la première fenêtre des transferts. De ce que je comprends, de ce que j'ai compris à ce moment-là, Ceballos, c'était un peu du passé parce qu'on avait choisi Vera. On avait laissé tomber la piste Ceballos parce qu'on avait finalement rabattu nos pions sur Brian Vera. Visiblement, la piste s'est réchauffée puisqu'il a perdu sa place en défense centrale en Nouvelle-Angleterre. Ethan Kohler a pris sa place. C'est un jeune joueur à moindre coût aussi. Je pense que les Revs ont décidé, justement, c'était en partie monétaire. Je pense qu'il y a des trucs personnels là-dedans, mais il y a en partie monétaire de s'en débarrasser. En somme, vous demandez est-ce que c'est bon Ceballos ou pas? C'est une amélioration claire. Je pense que Ceballos devient, en arrivant à Montréal, automatiquement le meilleur défenseur central du club. L'an dernier, il avait même, vous dire, c'est un joueur qu'on a toujours aimé. L'an dernier, il avait été sur le bulletin de vote de Vincent Détouche au match des étoiles. Moi, je l'avais considéré en fin d'année aussi pour l'équipe d'étoiles dans mon vote que je remets à la Ligue. Je dis ça pour vous dire que c'est vraiment un bon défenseur et c'est
probablement, en fait, c'est le meilleur défenseur techniquement sur papier du CF Montréal présentement. C'est le plus haut salarié aussi. D'ailleurs, les salaires, c'est toujours un bon indice. Aura les pâquerettes. Si vous voulez savoir c'est qui le meilleur dans l'équipe, en général, ce sont les mieux payés, en général. Donc, Ceballos, c'est 855 000. Neal est deuxième avec 756 000. Vera, 748 000. Morales, 451 000. Et le pauvre Brendan Craig à 97 000. Donc, on veut faire jouer notre meilleur défenseur central arrière droit, parce que c'est ce qu'on a dit, c'est de la compétition pour David Bougaille. J'ai regardé ses matchs d'ailleurs. Cette année, il a joué 2 fois à cette position, à moins que je me trompe ou à moins que je n'ai pas trouvé d'autres itérations de ça, mais il a joué 2 fois arrière droit avec les Revs. On en avait déjà un arrière droit en Thoralson. On change avec un défenseur central qui va jouer à droite. La question qui se pose chez les partisans, puis dans le vestiaire aussi, secrètement, pourquoi, à ce stade-ci, on va recruter un autre défenseur central? Est-ce qu'on en a besoin de 5 dans l'effectif? Dans n'importe quel effectif à travers le monde, je vous dirais oui. En MLS, ou si on travaille avec les budgets aussi, c'est plus difficile. Je regardais Nashville en a 4, plus ou moins, de défenseurs centraux à la hauteur du CF Montréal. Vancouver aussi en a 4, à moins que je me trompe, encore là. Donc, c'est ce qui attise la perception de ce mercato en général du CF Montréal présentement. Une question qu'aurait pu poser Pierre-Yves McSween. On en a-tu vraiment besoin? Parce que c'est la même chose, c'est la même question qu'on se pose avec Danny Pereira. Top joueur, il arrive, il est probablement le meilleur terrain sur papier du CF, meilleur milieu de terrain sur papier du CF Montréal. Mais est-ce que c'est de ça dont l'équipe a besoin en ce moment? D'ailleurs, aparté sur Pereira, il n'était pas au match mercredi dernier à Nashville parce qu'il a pris ses 4 jours de congé qui sont prescrits par la convention collective. Bon, tu as le droit de le prendre, il est dans son droit. C'est quand même curieux qu'il le fasse à ce moment-là alors que l'équipe vient de sortir de la pause de la Coupe du Monde et va affronter le meilleur club de MLS qui décide de prendre ces 4 jours-là. Je sais, moi, je connais dans des années précédentes des joueurs à travers la Ligue qui ont pris ces 4 congés-là puis qui les ont reportés ailleurs. Ils ont quand même eu ces 4 jours de congés-là pour s'organiser dans leur nouvel environnement. Mais les faire cette semaine, ou du moins la semaine qui précède un match face à la meilleure équipe de la Ligue, ni plus ni moins, puis la meilleure équipe de ton association, c'est assez particulier. Donc, revenir. Top Pereira, excellent joueur. Danny Pereira, recrutement dans un vacuum sans faille. Si on le prend recrutement pour recrutement, une très bonne pioche de la part du CF Montréal. Mais encore là, en a-t-on vraiment besoin? Parce qu'il y avait déjà en milieu de terrain, on en a amplement parlé si vous écoutez Plein Axe, Longstaff, Luthori, Piet, Amaya, Herbers, Carmona même qui joue là. Escobar aussi, qui est sa meilleure position. Je pourrais donc vous faire le même discours que Ceballos. Pereira, c'est maintenant le milieu de terrain le mieux payé à 793 000. C'est le milieu de terrain le mieux payé devant Piet et Wiki Carmona. Je reviens donc à la séquence « On vous l'avait dit » ou ce qu'on vous a dit dans les podcasts précédents. Olivier a eu cette phrase ou cette idée-là et dit « Le mercato de cet été va être réussi si c'est un mercato qui s'explique tout seul. » Si à la fin, le 2 septembre, quand on aura fermé cette deuxième fenêtre des transferts-là, on comprend ce que le CF Montréal a voulu faire, sans conférence de presse, sans nous expliquer quoi que ce soit, sans nous laisser filtrer à travers les médias. « Ouais, mais lui, il devait être là parce que non. » Si c'est clair, même pour quelqu'un qui joue à Football Manager de l'extérieur, c'est là qu'on va avoir réussi notre mercato. Parce que Philippe Laffoy l'a dit, il y a le besoin urgent pour cette équipe-là, et je surligne et souligne urgent, ce sont des latéraux et des ailiers. L'entraîneur en a parlé aussi. Et je le répète, c'est le service minimum aussi que le CF Montréal doit assurer présentement dans ce mercato-là. Le service minimum de la MLS. Pour l'instant, c'est le seul joueur. En fait, c'est la seule équipe, le CF Montréal, avec 0 joueur désigné. Il y a des équipes avec 1 joueur désigné. Je sais que c'est une appellation, mais là, il y en a 0 présentement pour le CF Montréal. Si tu veux être compétitif et tu veux faire partie de cette ligue-là, je pense que c'est essentiel à ce moment-ci.
c'est aussi la seule équipe avec un joueur TAM, un joueur d'argent d'allocation ciblé. C'est la dénomination qu'on donne à ces joueurs-là. Les joueurs TAM, là, c'est du budget discrétionnaire. C'est le propriétaire qui décide de payer un peu plus pour des joueurs qui sont les 4, 5, 6, 7, 8e meilleurs joueurs de votre équipe, naturellement. Un seul joueur, alors que, et là, je n'ai pas refait la moyenne de la Ligue dernièrement, mais au début de l'année, c'était en moyenne 4,9. 5 joueurs TAM par équipe. Montréal en a juste un. La bonne nouvelle pour l'état-major du CF Montréal, c'est que les 2 derniers matchs, ceux contre Nashville et Miami, ont peut-être simplifié les choses, simplifié leur travail. Visiblement, Lafroy, c'est probablement l'homme de la situation. La façon dont Montréal a joué et contre Nashville et contre Miami, la structure défensive, allez revoir nos reportages où Vincent Détouche en parle de la structure défensive du CF Montréal pendant Apple TV. Vraiment, il y a quelque chose qui a été bâti, il y a des assises solides présentement. Et au test de l'œil, ce qu'on a vu, je pense que ce que vous avez tous vu, le sentiment qui nous reste après ces 2 matchs-là, c'est qu'avec un peu plus de qualité dans l'effectif, Montréal aurait plus que 0 points dans ces 2 dernières rencontres face aux 2 meilleures équipes de la Ligue. Ils ont tenu ces 2 meilleures équipes-là. Quoique, je veux mitiger parce que Nashville a très mal joué face à Orlando et ont été tenus en échec presque encore pire que contre Montréal. C'est à l'étranger, par contre. Mais il y a vraiment besoin d'améliorer cet effectif-là. Je vous le dis, peut-être que ce podcast-là, ce segment-là va mal vieillir parce qu'il y a des recrutements qui s'en viennent, mais il y a urgence en ce moment pour le bleu, blanc, noir. Ce qui nous amène au final, pour compléter ce podcast-là, aux enjeux plus globaux de la MLS. Je voudrais attirer votre attention sur 2 textes. Un de Paul Tenorio dans The Athletic, c'est la version sport du New York Times, puis un autre de ESPN, de Ben Strauss. Les 2 parlent de la même chose, du futur proche de la MLS et dans quoi le CF Montréal s'inscrit aussi. Il y a 2 trucs à retenir. Les revenus télé dans les 3-4 prochaines années, en fait, quand le contrat télé va venir à échéance, le nerf de la guerre pour la MLS, ça sera d'augmenter ses revenus télé. Présentement, c'est 250 millions par année qu'on reçoit de Apple. Chaque club reçoit 250 millions. La seule affaire, c'est que dans ces 250 millions-là, il y en a beaucoup qui sont mangés par les faits de production parce que c'est la Ligue qui produit les matchs et qui paye les gens qui sont autour du match, qui me payent notamment. Alors, on doit augmenter ces revenus de télé-là. On parle de 400-500 millions. C'est par équipe, c'est l'objectif qu'on a présentement pour, justement, faire grandir la Ligue puis continuer d'avoir cette trajectoire ascendante. L'autre point, c'est à quel point on se débarrasse des garde-fous en MLS, à quel point on jette du lest et on permet à certains propriétaires de dépenser. Parce que ça, c'est un point de tension à MLS. Si vous avez suivi 11 Montréal avant, au fond des filets ou encore Plein Axe, nos autres podcasts, vous savez qu'il y a ce point de tension entre les nouveaux et les anciens propriétaires. La ligne de fracture se fait à peu près de même. Il y a du nouvel argent qui est rentré ces dernières années, depuis 10-15 ans. Ce sont des milliardaires qui sont prêts à investir et mettre la pédale au plancher, tandis qu'il y a d'autres propriétaires qui ne sont pas chiches nécessairement, mais qui veulent s'assurer d'être responsables. Et c'est une façon de voir, et c'est vraiment une idéologie, je dirais même. Est-ce qu'on investit beaucoup pour avoir beaucoup à la fin, ou est-ce qu'on est responsable et on s'assure que personne n'est en défaut de paiement, personne ne fait banqueroute et qu'on perd personne sur le chemin vers où on s'en va parce qu'on est tous des partenaires dans cette ligue-là aussi. Du moins, les propriétaires le sont, ils sont tous assis à la même table, ce qui n'est pas le cas pour le reste des championnats dans la Ligue. Puis je vous dirais, dans une certaine mesure, c'est un lien encore plus étroit que peuvent avoir les propriétaires de NFL ou de Ligue nationale de hockey aussi. Il y a un point de bascule qui s'en vient. Le commissaire Don Garber s'en va en 2027. Qui sera choisi? Ça va être important pour l'ensemble de cette ligue-là et ça pourrait être un point de bascule aussi. Est-ce que c'est un propriétaire sur qui les nouveaux propriétaires, les Miami, les équipes qui ont plus d'argent vont avoir plus d'incidence, plus d'influence parce que Don Garber, ça fait longtemps qu'il est là et dans une certaine mesure, il est redevable à certains propriétaires qui, eux, sont réputés pour être plus, plus responsable, moins fou en dépenses.
les Hunt, notamment, qui ont le FC Dallas, qui ont sauvé littéralement cette ligue-là. À un moment donné, ils possédaient 3 équipes. Ils étaient à cette table-là. C'est une toute petite table à Philippe Anschutz, notamment, propriétaire du LA Galaxy, les Hunt et Robert Kraft. Au début des années 2000, les 3, avec le commissaire, se sont assis et ont pensé déclarer banqueroute. Finalement, ils ont doublé leurs efforts, autant monétaires que leurs efforts personnels. Ils ont réussi à garder cette ligue en route vers ce qu'on a présentement en 2026. Donc, le nouveau commissaire, est-ce qu'il va avoir l'oreille plus ou les propriétaires qui veulent dépenser vont-ils avoir plus d'influence sur lui? Ce que le texte, et là, sur Twitter, Patrice Bernier l'a souligné, ce que le texte dit en ce moment, et ça, c'est une discussion qu'on a depuis très, très longtemps, mais que j'ai moi-même à travers mes podcasts, la MLS est due pour un plafond et un plancher. Les règles présentement de dépenses sont trop contraignantes pour plusieurs équipes et plusieurs directeurs sportifs pour vraiment passer à la vitesse supérieure, ou du moins continuer avec le calendrier qui va changer. Je pense que cette ligue-là, au niveau des dépenses, même si on veut continuer à les contrôler, ça crée de la valeur d'ailleurs. Si vos paiements sont contrôlés, si vos paiements sont fixes, c'est plus simple à vendre, c'est plus simple aussi à créer de la valeur, je pense. Mais on a besoin d'un plafond et d'un plancher, je pense, en MLS, parce que la ligne d'absurdité a été franchie il y a quelques années seulement. Et c'est nos amis, certains les appellent les clowns du Toronto FC, qui nous ont permis de franchir et de voir cette ligne d'absurdité-là dans les règles présentement budgétaires de la MLS. Lorenzo Insigne pour 15 millions, alors que c'est impossible. Inversement, il dépense 15 millions déjà pour un joueur. C'est impossible de dépenser 15 fois 1 million dans ton effectif. C'est la ligne d'absurdité que le Toronto FC a fait franchir à la MLS en signant Lorenzo Insigne. Il ne valait pas 15 millions. Ça a été prouvé dans son effort, ça a été prouvé dans ses performances, assurément. Mais, inversement, une équipe qui voudrait faire 15 fois 1 million ne peut pas le faire en ce moment en MLS. C'est un immense problème, puis dans la profondeur, alors qu'on joue sur plusieurs tableaux de plus en plus avec la Ligue des champions, la Coupe des champions. D'ailleurs, dans le futur, la Liga MX va être importante pour la progression, va continuer à être importante pour la progression du soccer dans la zone CONCACAF. Voilà, ça c'est intéressant. L'autre idée, que je reviens au texte de ESPN particulièrement, il y a des propriétaires qui veulent qu'on soit prêt à assumer qu'il n'y ait pas tant de parité aussi dans la Ligue. Est-ce que ça serait intéressant, puis je vous pose la question, d'avoir 5-6 grosses équipes qui tirent la Ligue vers le haut, mais qui font aussi partie des 5-6 en général au classement meilleur constamment. Un peu comme le Real Madrid, le FC Barcelone. Et dans le contexte d'un nouveau contrat télé, ça devient intéressant parce que les contrats télé, notamment en Amérique du Nord, mais dans l'ensemble du globe, quand ils achètent un contrat avec la Liga, c'est compliqué, mais je vous fais ça simple. Avec la Liga, c'est pas nécessairement pour Osasuna ou Getafe qui prennent la Liga, les droits de la Liga et qui payent beaucoup. Ils payent pour le Real Madrid, l'Atlético Madrid, et le FC Barcelone. Est-ce que ce modèle-là pourrait marcher en MLS? Est-ce que des grosses cylindrées pourraient tirer justement l'offre et l'intérêt de la Ligue de façon nationale et internationale un peu plus forte? C'est peut-être pas ce qu'on veut à Montréal, mais il y a peut-être là, à court et moyen terme, une solution aussi pour le marché. Écoutez, je regardais qui seraient les 6 grosses cylindrées. Miami, LAFC, Atlanta, Galaxy, New York, le NYCFC, pas les Red Bulls, même s'ils en ont les moyens, puis Chicago. Ce serait peut-être les 6 gros marchés aussi. Il y aurait des équipes médianes aussi, les Revs de la Nouvelle-Angleterre, Charlotte, Toronto, San Diego, ce sont parmi les nantis de cette ligue-là présentement. Écoute, ça ferait beaucoup, d'ailleurs, dans l'Est, beaucoup de ces grosses équipes-là dans l'Est. Comment est-ce que le championnat serait rééquilibré? Est-ce qu'il y aurait 2 ligues aussi, un peu comme au baseball, Ligue nationale, Ligue américaine? Ça aussi, ça reste à voir. C'est le cas en ce moment, en partie, mais bon. Ce qui nous amène au CF Montréal pour finir, en ce sens-là, dans toute, et c'est ce que je vous disais au début de ce bloc-là, dans quoi le CF Montréal s'inscrit pour sa survie, alors que, notamment, toutes ces dépenses-là de ces clubs-là et ces revenus surtout, parce que des dépenses, il y a moyen de les mitiger, mais les revenus, ici, sont en canadien. On est vraiment handicapé. On demande à M. Saputo de jouer dans une ligue avec un bras attaché presque derrière. Je pense que
le stade olympique, l'idée du stade olympique fait vraiment beaucoup, beaucoup de sens si on veut garder cette équipe-là à Montréal. Parce que si elle part, elle ne reviendra pas de sitôt aussi. Le stade olympique, plus j'y pense aussi, dans la lorgnette MLS, c'est un win-win pour la province, pour le club. Je pense que la formation des joueurs aussi, c'est à moyen terme pour le CF Montréal quelque chose qui va être très important aussi. Est-ce qu'on est capable de créer des Alphonso Davies? Écoutez, c'est un à chaque 20 ans probablement, mais pourquoi pas à Montréal? Il n'y en a peut-être pas un Alphonso Davies à Montréal, il y a du talent ici. Pourquoi il y aurait plus de talent à Vancouver qu'ici? On l'a vendu 22 millions. Ricardo Pepi a vendu 20 millions par le FC Dallas. Gaga Slonina, c'est 15 millions, le gardien de but de Chicago pour lequel il est parti. Juste Saliba, c'est 3-4 millions canadiens qui a rapporté au CF Montréal. Mathieu Choignard, c'était le cas. Balou à l'époque. Bref, le centre d'entraînement national qui pourrait servir aussi de centre de développement pour le bleu-blanc-noir. C'est là aussi une merveilleuse idée, quelque chose qui pourrait rendre ce club-là pérenne en MLS dans un contexte où on va accélérer au niveau des dépenses, particulièrement en haut du tableau. Et l'autre chose, et on en a un peu parlé avec Claudine Douville dans ce podcast-là, je pense qu'une des forces ou une des choses sur lesquelles on peut se rabattre pour en faire une force au CF Montréal, c'est le fait français. Le marché hispanophone est un marché encore à conquérir et qu'on lorgne beaucoup dans les bureaux de la MLS. Naturellement, il y a une base de progression pour les spectateurs anglophones aussi au niveau États-Unis. Je pense qu'à Montréal, on peut exacerber ça et devenir un vecteur, d'amener des partisans francophones et d'amener un peu plus la francophonie, d'être un poids intéressant à travers la MLS, ce qu'on est un peu moins présentement parce qu'on est québécois. Une petite démographie dans un continent nord-américain, un petit marché, des revenus canadiens et une équipe, malheureusement, ces dernières années, qui, de par ses performances, n'a pas nécessairement le même poids que d'autres équipes en MLS. Voilà, c'est mon idée, c'est mon commentaire par rapport à cette période de transfert. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me l'envoyer. D'ici là, on se voit mercredi au match des étoiles de la MLS. J'espère que vous avez aimé ce podcast-là avec Claudine Douville. Je remercie Sam à la technique aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine. On se dit, tiens, à bientôt.